Bonjour Bertrand. Bonjour Xavier. Alors on a, une bonne nouvelle là pour le pays puisque ça y est, le feuilleton, qui a duré plus de 50 jours, de Matignon, du Premier ministre est fini. Donc, on a échappé à Lucie Castel dont on a parlé la semaine dernière et on a donc, Michel Barnier. Alors qu'est-ce que tu en penses? Alors Michel Barnier, est-ce que tu connais son parcours un peu, mon cher Xavier? Un petit peu, après il a 73 ans, il a une longue carrière politique derrière lui donc, c'est sûr qu'il était déjà, très bien en place quand je suis né donc, je Oui, connais pas son parcours par et cœur. même moi quand je suis né, il était bien en place déjà. Mais bon, ce qui est remarquable, il vient de Savoie, donc il a un ancrage local d'abord, il faut le savoir. Il est très jeune, il a commencé, il a été parmi les plus jeunes, je crois, conseiller départemental ou un truc comme ça, enfin un peu comme Attal d'ailleurs, Gabriel Attal ou d'autres hein, en politique. Mais donc il a commencé très très jeune en Savoie et puis il a fait quand même les Jeux Olympiques. On est en train de vivre la fin des Paralympiques. À l'époque, je crois qu'ils n'existaient pas. Et en 92, hein, puisqu'il est d'Albertville en fait, c'était les JO d'Albertville. Et donc il a fait ça avec Jean-Claude Killy, un ancien médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Et donc des Jeux qui se sont bien passés, mais donc voilà, il y a un petit lien avec l'actualité. Et puis, c'est pas inintéressant dans le domaine de l'environnement de voir qu'il a été comment dire, à la tête d'opérations grandes comme ça qui ont un impact. Et donc, surtout, ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout un parcours. Voilà, il a eu tous les postes, hein, je veux dire, à peu près tous les postes, aussi bien localement que jusqu'à l'Union européenne, hein. Il n'y a que au niveau mondial qu'il n'a pas eu de responsabilité. Et donc, mais il a un parcours particulier sur des thèmes environnementaux. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'il a été, figure-toi, au cabinet de Robert Poujade, qui fut le Premier ministre de l'Environnement, donc en 71 sous Pompidou. Et donc, c'est intéressant. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire le livre Le ministère de l'impossible de Robert Poujade, très bon livre pour comprendre un peu, voilà. Et donc, il a été ensuite ministre de l'Environnement. C'est la première fois, je crois, qu'il a eu un portefeuille ministériel quand Jacques Chirac était président de la République, puisque c'est non, c'était un peu avant, je crois. C'était sous C'est, François Mitterrand, oui, en cohabitation en, avec Édouard Balladur, il voilà, me en semble. cohabitation, exactement, avec Édouard Balladur. Donc, il a un poste ministériel de ministre de l'Environnement. Et donc, ce qui tout le monde note, c'est qu'il a à l'époque, alors il faut savoir que c'est l'époque de l'environnement, hein. On n'était pas dans l'écologie, hein. Pour ceux qui sont nouvellement abonnés, je répète, hein, l'écologie, c'est un phénomène global qui pense qu'il y a une crise et qu'il faut répondre par des politiques de salut public. Donc, ils veulent faire du passé table rase et puis vraiment tout changer. Tandis que l'environnement, c'est le contraire, c'est s'occuper des pollutions, des nuisances au quotidien. Et voilà, ce qui était au départ l'environnement. L'écologie a pris le dessus aujourd'hui, mais on était dans le monde de l'environnement. Et Action Écologie, nous, on défend énormément l'ancien monde de l'environnement, on peut dire, une vision environnementale des choses et non pas une vision écologique apocalyptique. Et donc c'est intéressant de voir qu'il était à ce moment-là, et il a donné, enfin c'est à ce moment-là qu'a été mis en place plusieurs principes en droit de l'environnement qui sont très importants, dont le principe de précaution. Alors est-ce que c'est un bien ou un mal? On peut se poser les questions, parce que vu comme il est appliqué parfois, c'est très très compliqué. Mais aussi le principe du pollueur-payeur, ce qu'on appelle le principe d'intégration aussi. Alors je ne sais pas alors c'est des principes qui existent au niveau de l'Union européenne, donc c'était peut-être une simple application de directives européennes. Ça, je ne sais pas vraiment si on était en avance ou on a simplement suivi le droit européen. Mais en tout cas, voilà. Et puis il a été à l'origine de certaines taxes aussi qui, je crois, reviennent d'ailleurs pour les espaces naturels, etc. Donc voilà une expérience intéressante, et d'autant plus intéressante qu'il a été plusieurs fois ministre. Alors je crois aussi des affaires européennes, me semble-t-il, et surtout de l'agriculture. Lorsqu'il y a eu, alors c'était à l'époque de Sarkozy, puisque Oui, c'était c'était sous Fillon. pendant, voilà, sous Fillon, parce que c'était pendant le Grenelle de l'environnement. Et c'est pas aussi une expérience inutile d'avoir été ministre de l'Agriculture pendant le Grenelle de l'environnement. Grande opération qui avait suivi, pour la petite histoire et pour les plus jeunes d'entre nous, suivi donc le pacte écologique de Nicolas Hulot, etc. Tout ça a été lié à l'activisme de Nicolas Hulot, et finalement en 2007 qu'on a vu apparaître l'écologie qui remplace petit à petit l'environnement. Et donc, lui, il a vécu aussi ce passage d'une certaine manière de l'un à l'autre, mais en tant que ministre de l'Agriculture. Voilà.
Qu'est-ce que je peux te dire sur bon, voilà, son parcours? Et après, bien sûr, il a été présent. Il n'a pas vraiment eu tu vois, de période basse, de basse eau chez lui dans son parcours. À chaque fois, il a rebondi, on a l'impression quelque part, de par sa personnalité sans doute. Il a été aussi donc commissaire européen. Et c'est lui qui a géré le Brexit notamment. Donc, non, ce qui est intéressant aussi, c'est il a quand même eu des ambitions, puisqu'il a fait la primaire de la droite. Il s'est présenté. Et là, il avait une caractéristique quand même, c'est qu'il était très, très offensif sur les questions immigration, etc., ce qui a peut-être convaincu le RN de ne, de ne pas aller contre lui. Mais aussi, sa deuxième caractéristique, c'était quand même d'être un écolo, et depuis toujours, il est considéré un peu comme un ami des oiseaux, tu vois, des petites fleurs et des petits oiseaux, à droite. Et c'est pour ça qu'on s'est moqué un peu de lui à droite. Du coup, ça le sert. Et pendant cette primaire de la droite, il avait quand même un discours écologique assez important. Et il disait notamment, l'écologie n'est pas une lubie de quelques scientifiques, ce n'est pas une mode, ce n'est pas la propriété d'un groupe, d'un clan ou d'un parti politique. C'est bien plus grave que cela. Il faut dire la vérité, nous allons subir une augmentation de la température de 1,5 à 2 degrés de plus. Ce fait va tout changer et il faut se préparer. Donc tu vois qu'il quand même, mais bon, sans surprise, il reprend le diagnostic un peu apocalyptique de l'écologie. Donc il est rentré de plein pied là-dedans et a repris donc certains éléments de langage. Et alors il dit là, on va subir une augmentation de température de 1 à 5 à 2 degrés, de 1,5 à 2 degrés de plus. Et ça va tout changer. Donc il faut savoir qu'on est quasiment à 1,5 degré là, l'année 2024. Bon, je ne sais pas si ça a tout changé ou si ça a fondamentalement changé la vie des 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, des petits points aussi. Il est plutôt pro-nucléaire. Il avait toujours été pendant la primaire également. Mais plutôt anti-éolien. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc voilà. Et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est que tu peux voir donc les réactions des écologistes officiels. Alors, Tondelier, avec sa tunique verte, toujours, hein, je sais pas, elle n'a pas changé. Je sais pas si elle la lave de temps en temps. Mais enfin voilà. Elle a répondu aux questions et donc elle a dit que oui, oui, ok, bon, il est sensible à l'environnement, à l'écologie, on le sait, mais s'il fait une politique de droite dure, austère, ça ne peut être une politique écologique. Donc une politique de droite ne peut pas être une politique écologique, selon elle. Donc voilà, elle dit non, non, il n'a rien fait, c'est pas parce qu'il a dit deux, trois trucs dans son discours que c'est bien. D'ailleurs, il faut préciser, Xavier, parce qu'il a fait un passage de témoin avec Gabriel Attal, qui était assez rigolo d'ailleurs Mmh. puisqu'il a remis un peu à sa place Gabriel Attal, qui semblait lui donner des leçons et lui dire qu'il avait tout préparé, qu'il a fait plein de projets de loi, qu'il n'y a plus qu'à les passer. Et en fait, le vieux briscard a remis le jeune loup un peu à sa place. Moi, j'avais l'impression, quand je vous ai écouté, que Gabriel Attal avait fait un discours assez offensif, assez bon. Et finalement, quand j'ai écouté Barnier, qui l'a un peu ridiculisé, j'ai trouvé que, eh ben, il avait perdu de sa superbe. Donc, l'expérience politique, ça sert. Et puis, bon, c'est quelqu'un quand même de l'ancienne génération, donc il a quand même une aisance que n'ont pas forcément les jeunes. Et donc, pour continuer sur les réactions, là, Greenpeace est très insatisfait parce que c'est une politique de droite, voire d'extrême droite. Tout ça a été validé par la droite et l'extrême droite, dont c'est mal, hein. C'est en gros le message de Greenpeace, sans surprise. Alors, par contre, il y a un truc rigolo, c'est que c'est l'AEF, hein, qui a interrogé plusieurs personnes, dont Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO. Il a dit: ah oui, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'évidemment, il l'a pratiqué, Alain Bougrain-Dubourg a pratiqué tous les ministres de l'Environnement depuis les années 80. Il les connaît tous. Et donc, il a eu un bon souvenir de l'expérience Barnier. Et puis, voilà. Et alors, il interroge aussi un représentant des chasseurs. Il se trouve que c'est Thierry Coste, hein, le lobbyiste des chasseurs, qui a sa maison dans le Haut-Var, là-haut, et qui est à Paris aussi, pas loin de Matignon, bien sûr, pour stratégiquement être bien placé. Et il a dit: ah, c'est une très bonne nouvelle. Et donc Alain Bougrain-Dubourg et Thierry Coste trouvent que c'est une excellente nouvelle que le Premier ministre soit Michel Barnier. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un homme qui parle à tout le monde, tout simplement. C'est un homme qui cherche les compromis sans arrêt, ce qui est connu à l'Europe, et qui, comment dire,
voilà, qui est pas l'homme d'un camp finalement, mais qui arrive à avoir des sympathies dans tous les camps. Et c'est exactement ce qui se passe là. Moi, je connais un peu comment fonctionnait Alain Bougrain-Dubourg et comment fonctionne ce type de personnage. Il y a des, si tu veux, il y a des, ils se connaissent par cœur, ils ont leur téléphone, ils s'appellent, ils se tutoient. Et donc, je vais pas dire que c'est des copains dans la vie, mais presque, je pense, hein. Et donc, c'est en cela que c'est une bonne nouvelle, je pense, c'est qu'ils ont un accès facile au personnage et qu'ils le connaissent bien, qu'il n'y a pas d'entourloupe et que la communication fonctionne. Après, qu'est-ce qu'il fera? C'est la question qu'il faut se poser. Euh, Alors c'est donc, une vraie question ça Bertrand, c'est par exemple quel est son positionnement par rapport au Pacte vert ou aux émissions de voilà. carbone? Enfin, C'est voilà. c'est- c'est exactement ça. Si tu veux, bon, d'abord, il faut qu'on attende évidemment qu'il y ait un gouvernement et voir quelle est l'organisation gouvernementale de l'écologie, de l'environnement. Est-ce que l'énergie va toujours être avec l'économie, on espère, et est-ce que le ministère de l'Environnement va être celui de l'écologie ou pas? Je pense que oui, mais qui va être à sa tête? Donc on va voir tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, ça va être très difficile d'avoir une politique écologique, hein. L'écologie, comme j'ai défini tout à l'heure, hein, donc je ne répète pas, mais surtout qui se traduit aujourd'hui par une décarbonation. Le grand projet, c'est la décarbonation et donc des formes de décroissance, quoi, puisque je ne vois pas comment on peut décarboner autrement, quoi. Et avec des impacts très forts sur les gens et socialement, quoi. Et donc la difficulté de Barnier, ça va être quoi? Ça va être de faire en sorte que ces enjeux de décarbonation sont compatibles avec les enjeux sociaux et les enjeux économiques. Et en fait, je pense, c'est une prédiction que tout le monde peut faire, que c'est impossible qu'il y ait une incompatibilité aujourd'hui. Et donc ça va être extrêmement dur de mettre en œuvre le pacte vert. Ah oui, ce que j'ai pas souligné tout à l'heure, c'est que dans son discours, il a mentionné deux choses importantes. On a une dette, et c'est la dette financière et la dette écologique. Tu vois. Donc en fait, il se positionne comme un peu un représentant de l'Union européenne qui dit attention sur les finances publiques et puis attention aussi sur l'écologie et donc la mise en œuvre du pacte vert qui est vachement importante, quoi. Mais donc, c'est pas compliqué de comprendre que ça va être extrêmement dur de faire un approfondissement du pacte vert, autant sur les sujets énergétiques, de transport, liés au logement, toutes ces choses-là, et aussi sur le sujet de la biodiversité, et notamment la mise en œuvre de la nouvelle directive sur la restauration, comment c'est déjà? La De la restauration de la nature? nature. Mmh. Pourquoi? Parce que tu as un gros enjeu qui arrive, c'est celui de l'agriculture. Les agriculteurs, là, sont très remontés, ils sont très... ils se préparent vraiment, ils bossent beaucoup en ce moment parce qu'il y a des enjeux très importants. Il y a eu une très mauvaise récolte en blé, hein. Une année très pluvieuse, tu vois, en 2023, on gueulait parce qu'il y avait trop de sécheresse à un moment donné. Ça a été une excellente récolte. Et bien, cette année, voilà, c'est l'inverse parce il a trop plu. Donc là, il y a un sujet vraiment agricole très important et l'impact de la déclinaison du pacte vert sur la biodiversité, qui est donc cette histoire de restauration de la nature, qui est en train d'être mise en œuvre, eh bien, ça va être vraiment un sujet sur lequel il ne sera pas possible de mettre beaucoup de contraintes, selon moi. Si tu veux éviter la révolte sociale et celle notamment des agriculteurs. Donc je vois pas comment vraiment il va mener sa barque sur ces sujets-là, mais je suis assez convaincu que, voilà, que le sujet du pacte vert euh, va pas être mis en place avec beaucoup d'enthousiasme, peut-être dans les paroles, mais surtout pas dans les faits, à moins qu'on veuille vraiment créer une révolte en France, quoi. D'accord, donc de toute façon maintenant pour pouvoir continuer à analyser tout ça, il faudra attendre le gouvernement et puis voir, surtout s'il y a un ministre, de l'écologie et comme tu disais, voir où sera placée l'énergie. Enfin tout ça, il y a encore beaucoup d'inconnus et voir aussi derrière comment, tout ça se négociera Oui, avec le et puis parlement. oui, puis en plus il y a la crise financière, ce que j'ai pas dit quand même, et donc là il y a déjà des coupes financières coupes budgétaires qui sont prévues aussi pour le ministère de l'écologie évidemment, notamment sur certains programmes, et donc là les ONG gueulent bien sûr, puisque en plus ces ONG, si tu veux, pourquoi elles gueulent aussi? Parce que le gouvernement leur donne à bouffer. Évidemment, ces fonds vont en partie atterrir dans leur propre compte.
hein, donc les coupes budgétaires, ils n'en veulent pas. Mais il y en aura de toute façon, puisqu'il y a une ruine, enfin, il y a des gros problèmes financiers. Et j'ai pas dit un truc aussi, c'est que tu sais, l'officine liée aux Républicains qui s'appelle Écologie Responsable a Mmh. salué la nomination de Barnier, parce que figure-toi que le responsable de cette officine a fait sa campagne pendant la primaire. Et donc, voilà, ça sera marrant de voir si Écologie Responsable, ce mouvement-là, qui est lié aux Républicains, va avoir un rôle dans les cabinets ministériels selon le ministre choisi, en sachant qu'ils ont une vision totalement écologiste des choses et non pas du tout environnementale comme nous, on peut l'avoir. D'accord. Bon, il y a aussi un autre petit truc qu'on peut rajouter Mhm. éventuellement, c'est qu'on a eu, la menace en fait de donc du nouveau Front populaire et de gens comme Casse-Tête qui expliquaient qu'il fallait absolument augmenter les impôts pour pouvoir financer la transition écologique. Au moins peut-être que là, avec Barnier, on sera un peu plus tranquille parce que lui, c'est pas un grand fanatique de la pression fiscale donc Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'ils voulaient augmenter pour avoir un peu d'argent, là. Et pour pouvoir faire la transition écologique qui n'aura pas lieu, comme chacun sait. D'ailleurs, c'est ma prochaine chronique dans le transition et énergie qui va sortir bientôt. Ce sera la transition n'aura pas lieu. et ben, on va suivre ça avec intérêt. Alors je reviens juste sur un petit truc que tu as dit tout Ouais. à l'heure quand tu parlais de l'écologie en tant que phénomène, donc le phénomène écologie. Tu vas en parler prochainement, je crois, à Paris. Oui, alors on organise Action Écologie un colloque. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. Et donc, on a trouvé une date, on a trouvé un lieu et on a commencé à trouver des intervenants intéressants. Donc, on va annoncer tout ça officiellement, disons. Mais bon, le programme est en partie enfin, il n'est pas bouclé, pour tout vous dire. Mais donc, le thème du colloque, effectivement, c'est comprendre le phénomène écologiste, c'est-à-dire qu'on a un phénomène là qui n'existait pas quand Barnier a été nommé ministre la première fois. En tout cas, c'était un tout petit phénomène, mais qui a grossi énormément aujourd'hui et qui a conquis les élites en général. Et donc, on va essayer de comprendre ce phénomène, pourquoi il existe, pourquoi il y a cette peur de fin du monde, pourquoi voilà, on veut faire des politiques de salut public. Et puis, on va voir quel est l'avenir de ce. Pourquoi il existe surtout. Pourquoi il y a ce phénomène-là. Comme il y a eu dans d'autres temps des phénomènes un peu irrationnels de peur comme ça, ou de grandes idéologies, de religion. Il y a vraiment des ponts à faire entre le phénomène religieux et le phénomène aujourd'hui de l'écologie. Même l'utilisation de la science qu'on fait, hein. La science a dit que, comme avant, dans l'ancien temps, on disait que Dieu avait voilà, décidé, ou les Saintes Écritures, ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment une irrationalité qui s'est emparée d'un certain nombre de personnes, et de façon significative, et qui fait il nous semble que c'est un phénomène qu'il faut expliquer quasiment anthropologiquement, quoi. Donc c'est ça qui va, tu vois, c'est dépasser les débats un peu qui existent toujours entre nous, je dirais, sur y a-t-il oui ou non une crise écologique, sommes-nous des dénialistes de la crise de la biodiversité, en prenant des arguments pour essayer de convaincre l'autre, etc. Voilà, on n'est pas du tout dans ces débats, on essaye de s'écarter de tout ça en disant, pour comprendre ce phénomène, quoi. Et pour cela, donc ce sera normalement à l'Institut de France, il y aura des intervenants, dont votre serviteur, bien sûr, qui met les dernières. Je peaufine le livre aussi qui s'appellera Peut-être comprendre le phénomène écologie, aussi, qui sera mon prochain livre aussi. Et donc, il y aura notamment des gens qu'on connaît bien, comme Benoît Ritaud, qui est président des climato-réalistes, entre autres, qui a écrit surtout un livre sur les mythes écologiques. On aura Jean-Paul Houry, qui a écrit plusieurs livres, Greta Thunstein, etc., qu'on a vu sur notre chaîne. Il y aura Philippe Fabry, dont on a parlé sur cette chaîne, qui a confirmé. Reste à savoir tous les détails, hein, mais c'est les premiers noms qu'on a. Et puis, donc, qui j'oublie dans ma liste. Je suis bête, on est déjà 6 ou 7 qui sont. Ah oui, Thomas Lepelletier, notre animaliste préféré, bien sûr. Ça va être intéressant parce qu'il va pouvoir faire une comparaison entre l'écologie et l'animalisme. Et puis voilà. Donc, et puis Chantal Delsol, qu'on a aussi, on a fait voilà, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe et qui a des choses intéressantes à dire sur l'écologie et la religion notamment. Donc ça, c'est les premiers intervenants. Donc ça va être intéressant. Donc on verra pour l'inscription, mais si vous êtes déjà intéressé, ça sera à Paris et réservez
le 15 novembre, donc. C'est pas mal le 15 novembre. Très bien, bah, C'est en écoute, semaine, voilà. c'est dans un petit peu plus de 2 mois maintenant, donc c'est bien de l'annoncer en avance pour que ceux qui voudraient participer puissent prendre leurs dispositions Voilà. et bah, écoute, on attend ça avec impatience maintenant, hein. Exactement. Voilà, donc à très vite, abonnez-vous, partagez Merci et puis faites des dons. Bertrand. Vous pouvez faire des dons aussi Voilà. sur notre site. N'hésitez pas, oui, puisqu'on a besoin, de toutes les bonnes volontés pour pouvoir continuer à vous fournir, des actualités, faire des vidéos, organiser donc des grandes conférences comme on va le faire le 15 novembre prochain, Publier voilà. des livres, etc. Publier des livres, tout ça, ça se fera pas sans vous et ça a un impact, hein, puisque quand même, il faut voir que de plus en plus dans le milieu politique, on reprend aussi, quelque part, des éléments que nous, on peut fournir, notre point de vue et la ligne, en fait, qu'on développe sur Action Écologie, a un vrai impact puisque l'écologie non catastrophiste, est reprise de plus en plus dans le milieu politique, Ouais, on par a beaucoup été de monde. reçu d'ailleurs par le Sénat, on peut le dire, on ne dira pas par qui, parce que c'était une Voilà, réunion confidentielle. Enfin, mais on est exactement. reçu aussi par des politiques, etc. On est reçu, voilà, on rencontre des parlementaires et on les choses avancent et tout ça, c'est grâce à tous ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Voilà, exactement. Donc merci à vous et puis bon courage à Michel Barnier. À bientôt Bertrand. À bientôt, salut.